Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce jeudi, affaire Petro-Tim Aliou Sall, les langues se délient au sommet de l'État. Agritrans a bien reçu un virement de 250 000 $ de Timis Corporation. C'est une confirmation de El Hadj Kassé. L'a-t-il fait délibérément ? Que faut-il comprendre? Plus de détails dans un instant. Découlant justement de cette affaire, Ousmane Sonko exige la renégociation de tous les contrats des ressources naturelles et minières. Le président de PASTEF appelle les Sénégalais à sortir dans la rue car les enjeux se jouent maintenant selon lui. L'avenue Blaise Diagne débarrassée de ses encombres la nuit dernière. Nous sommes retournés sur place. Ce matin, les commerçants et habituels occupants des lieux manifestent leur mécontentement contre ce nettoyage nocturne. L'actualité, c'est aussi la présidentielle inédite en Mauritanie. Élection sans le président sortant, 6 candidats à la succession de Mohamed Ould Abdelaziz. Nous retrouverons en fin d'édition à Nouakchott Barkaba sur les enjeux de l'élection. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Dissonance, cacophonie, communication chaotique, l'État s'en mêle les pinceaux dans l'affaire Petro-Tim Aliou Sall. Ousmane Sonko relève les contradictions répétées dans les explications du gouvernement depuis l'éclatement de l'affaire. Selon lui, les contrats doivent être renégociés. Il appelle les Sénégalais à sortir dans la rue pour manifester. Reportage Habib Faye et Thierno Laurent Mendy. Cette somme a été virée dans... La sortie de Hamidou Kassé, la réplique des partisans de Aliou Sall, Ousmane Sonko n'a pas raté le régime sur l'affaire du pétrole. Le leader de PASTEF est très remonté contre le pouvoir. C'est très difficile de garder une cohérence dans le mensonge. Le pouvoir est dans une logique de maquiller le mensonge d'État depuis le début de cette affaire-là. Il y a eu tellement de contradictions, tellement. Ce matin, je m'amusais, depuis la venue de Franck Timis d'ailleurs, je m'amusais à recenser toutes les contradictions qu'il y a dans les déclarations. Finalement, je me suis moi-même perdu. C'est devenu un labyrinthe, une sorte de dédale dont on ne se retrouve plus. Selon Sonko, tous les contrats doivent être revus. Nous avons dit, si les Sénégalais nous avaient fait confiance, nous allions renégocier tous les contrats léonais, et je vous dis qu'on a les leviers et les moyens de les renégocier. Tous les contrats allaient être renégociés. Et il y a des exemples, je ne dis même pas lointains, des exemples très récents. Mais en 2005, Evo Morales a renégocié tous les contrats en Bolivie. Et aujourd'hui, la Bolivie gagne 72% de ses ressources naturelles. L'homme politique encourage la plateforme Aar Li Ñu Bokk et invite à la remobilisation pour que lumière soit faite sur le pétrole et le gaz. C'est une question de mentalité. Il faut que les Sénégalais se mobilisent massivement. Quelquefois, il y a eu des déclarations assez musclées quelquefois contre le peuple, même en disant que vraiment on ne comprend pas. Certains ont même parlé de lâche, etc. Mais il faut aujourd'hui qu'on comprenne que ce soit Simon ou Tchad ou Madame Diop ici présente, ou si ce combat aboutit, ils ne gagneront pas un centime de plus que n'importe lequel d'entre nous. En conférence de presse, Ousmane Sonko taxe le procureur de partisan du pouvoir. Il a aussi mis en touche les déclarations du procureur suite à sa sortie de la semaine dernière. Et la sortie d'El Hadj Kassé a surpris plus d'un. Il a confirmé la transaction de 146 millions de francs CFA entre Timis Corporation et Agritrans de Aliou Sall. Les propos du ministre conseiller en communication du chef de l'État confirment donc les allégations révélées par la BBC selon Thierno Bokoum du mouvement Agir. Pour qu'on puisse parler d'erreur de communication, il faudra bien évidemment que M. Kassé soit démenti par la présidence, ce qui n'est pas le cas. Donc jusqu'au moment où je vous parle, nous considérons que c'est une communication officielle du Palais de la République qui vient démentir les propos de M. Aliou Sall, malheureusement pour lui. Donc de ce point de vue, c'est clair qu'il s'agit d'une somme importante d'argent qui aurait été destinée à payer des taxes. Ce qui est extrêmement grave. Mais nous considérons aujourd'hui que même si les auteurs ou ceux qui sont désignés bénéficient de la présomption d'innocence, il reste clair que cette affaire ne peut pas être
passer sous silence. Il faudra nécessairement qu'on aille vers un éclaircissement du point de vue de l'opinion, que tout le monde puisse avoir une idée très claire de ce qui s'est réellement passé. M. Aliou Sall, qui a renoncé à porter plainte contre BBC, a aujourd'hui la possibilité d'éclairer les populations sur la question en portant plainte contre M. Kassé, qui dit clairement qu'il a reçu 250 000 $. L'opération de désencombrement des rues de Dakar est en marche. Hier nuit, l'avenue Blaise Diagne a été complètement déblayée. Opération devant le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène, Mohamed Lamine Diaye et Youssou Baro. Il est 23h sur l'avenue Blaise Diagne. Une équipe de 65 policiers et 60 écovigiles ratisse et sécurise l'allée menant au siège de la poste de Médine, au marché Tilène. Une opération de désencombrement de taille menée en 4 étapes par le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. C'est une opération qui vise à enlever toutes les tables, les étals et aussi discuter avec les commerçants. Vous l'avez vu tout à l'heure, les vendeurs de fruits, pour leur rappeler qu'ils doivent se limiter aux espaces qui sont destinés au commerce. Nous sommes venus pour faire des opérations en 4 étapes. D'abord désencombrer, après nettoyer, après nous mettons des bacs à fleurs, vous les avez vus, pour un peu dissuader les gens de s'installer, et puis mettre un dispositif de suivi réel. Une aubaine pour ces résidents qui saluent cette initiative. Toutefois, ils invitent les autorités à assurer le suivi. L'opération que l'État est en train de faire, on avait hâte de le voir. Comme notre seul problème en est que est-ce qu'il y aura un suivi? Nous, les habitants du quartier, saluons cette initiative. Nous ne pouvions pas le faire nous-mêmes. Vu que l'autorité est là, nous ne pouvons que mettre la main à la pâte. Cette occupation illégale n'est pas normale. Selon le ministre, les municipalités sont aussi concernées par l'occupation illégale des voies publiques, qui sont des pratiques anciennes. Le problème de l'encombrement, c'est plusieurs facteurs. Ce sont des habitudes qu'on a un peu institutionnalisées, que ce soit du côté des communes, mais je ne vais pas jeter l'opprobre seulement sur les communes, du côté de l'État aussi et de beaucoup d'administrations. Maintenant, nous sommes venus pour reprendre les choses en main. Nous discutons avec eux. Vous m'avez vu dimanche dernier avec le maire Bamba Fall dans un combat de lutte. On n'a pas seulement discuté de lutte, nous avons travaillé sur des sujets comme ça. L'avenue Blaise Diagne dégagée, l'autorité gouvernementale soutient toutefois que d'autres opérations du genre vont suivre. Ces événements se sont déroulés hier soir. Nous sommes retournés à l'avenue Blaise Diagne ce matin. Sur place, les commerçants habituels occupants des lieux sont groggy devant la situation retrouvée ce matin. Reportage Maïmouna Ndiaye et Ababacar Kamara. Une avenue sans ses occupants. L'image est rare, le décor vide. Les allées Blaise Diagne changent de visage au lendemain du déguerpissement nocturne. Les forces de l'ordre ont tout emporté hier dans la soirée. Je suis venu le matin de très bonne heure, mais malheureusement, ils n'ont même pas laissé mon étal. Moi qui vous parle, les agents de la police ont gâté ma machine au moment du déguerpissement, sans compter les autres marchandises endommagées. J'ai fait plus de 15 ans dans ce lieu. J'étais déjà rentré chez moi à Fass-Mbao. Je n'ai pas eu la chance de sauver quelques bagages. Des commerçants venus pour la plupart du Niger et de la Guinée occupent l'espace. Ils sont revenus sur le site très tôt le matin, mais ils ont que leurs yeux pour pleurer. Nous n'avons nulle part où aller, c'est la seule difficulté principale. Je suis désolé de le dire, mais nous n'avons pas reçu de sommation jusqu'ici. C'est mon seul regret. Œil impuissant, marchandises introuvables, et pourtant, ils ne s'y attendaient pas. Récemment, nous avons payé la patente et la location qui s'élève à 9 000 francs CFA. J'ai vraiment très mal. Cette opération se poursuit tout au long de l'avenue Blaise Diagne. Des forces de l'ordre en compagnie des agents de la mairie de la localité pour veiller au respect strict de la mesure. Merci Maïmouna. Et puis venons-en à la semaine nationale de la prévention routière. Le bilan macabre des accidents, loin de s'estomper. Rien qu'en 2018, près de 600 personnes ont perdu la vie sur nos routes. Les axes d'Diourbel, Khombole, Touba, Thiès, Kaolack, Tamba sont les endroits les plus touchés par les accidents mortels. Aminata Marissou et Thierno Laurent Mendy, reportage. Les morts se comptent par centaines sur nos routes. En 2018, 550 personnes ont perdu la vie suite à des accidents. C'est vrai qu'en fait, pour l'année 2018, 550 personnes ont perdu la vie sur la route.
C'est vrai que ça fait moins par rapport à 2017 où on avait 635 tués sur la route. C'est vrai qu'un mort, c'est toujours un mort de trop. L'hécatombe les plus tragiques répertoriées sur la route nationale 1 et la route nationale 2. Que c'est l'axe Khodeba, c'est la route nationale numéro 1, l'axe Khodeba, Pout et Thiès à Lopkagne. Et l'autre axe, c'est la route nationale menant également vers Touba, et donc surtout entre Khombol et Diourbel. Et l'autre axe, bien entendu, c'est l'axe Fatick-Kaolack et Tambacounda. Les accidents les plus dramatiques, les plus catastrophiques se produisent sur ces grands axes. Et aujourd'hui, avec le ministère des Transports, nous sommes en train de voir comment éliminer ces points noirs qui causent beaucoup de préjudice. La négligence humaine, une des causes de l'avis du ministre de tutelle. Là où on devrait mettre l'accent maintenant, c'est moins sur les infrastructures routières, parce qu'il y a une amélioration notable, moins sur le renouvellement du parc automobile. On est presque à la fin de la phase de renouvellement du parc automobile, mais c'est sur le comportement humain. Pour cette semaine de la prévention routière, l'accent est mis sur les assurances, la prise en charge médicale, mais également les indemnités des personnes ayant vécu un accident de la route. Puis à Kaffrine, les populations de l'arrondissement de Mabo protestent contre l'état chaotique de la route qui relie la localité à Birkilane, chef-lieu de département du même nom. Le mouvement Ça Suffit réclame le bitumage de l'axe long de 25 km qui traverse la zone pourtant aux riches potentialités économiques. Suivant à ce propos sur les SAO avec Ibrahim Adjamé. La route Birkilane-Mabo est totalement dégradée et est devenue impraticable depuis des années. En effet, la situation de la route constitue les principales goulots d'étranglement des populations concernées. Par conséquent, les populations, y compris les commerçants, les transporteurs, les éleveurs, les agriculteurs et les malades référés sont confrontés à d'énormes difficultés pour traverser ces routes qui occasionnent des dommages irréparables auprès des victimes. L'arrondissement de Mabo polarise plus de 221 villages et aucun village n'est électrifié. L'accès à l'eau est difficile, de même que l'accès aux soins de santé de qualité. Nous n'avons jamais bénéficié d'une ambulance médicalisée venant de la part de l'État au niveau du poste de santé. Et pourtant, le poste de santé date de 1980 et polarise aujourd'hui 8 autres postes de santé. Les 2 ambulances que nous avons à notre disposition sont toutes tombées en panne et étaient des dons que nos ressortissants avaient attribués au poste. De même, nous avons jugé opportun de vous signaler, Monsieur le Président, son Excellence, Monsieur Macky Sall. Voilà des raisons qui font que nous nous estimons inconsidérés et marginalisés. Et nous demandons le goudronnage de ces routes dans laquelle va perdurer l'enclavement de ces zones qui causent un réel préjudice aux populations. Et puis les producteurs de l'oignon des Niayes situés dans les communes de Tchep, de Léona et de Gagnol-Ndioben sont dans le désarroi total. À l'origine de leur malheur, la mauvaise qualité des semences de la variété d'Amposte, plus de 2500 kg reçus cette année. Le préjudice est estimé à environ 3 milliards 100 millions de francs CFA. Le collectif des producteurs de la zone des Niayes dénonce cette situation et invite l'État à prendre ses responsabilités. C'est près de 3000 producteurs de la zone qui ont reçu près de 2700 kg de ces semences incriminées, qui ont assisté impuissamment à l'achèvement de leur culture presque 2 mois après le repiquage, causant ainsi un désarroi sans commune mesure à ces braves producteurs qui doivent faire face à leurs engagements vis-à-vis des banques et des fournisseurs d'intrants. Le préjudice causé aux producteurs pourrait être estimé à plus de 3 milliards 100 millions. Ainsi, nous demandons au ministre de l'Agriculture de mettre à contribution tous les services concernés par cette affaire de son ministère afin de faire une évaluation exhaustive des pertes, d'ester en justice l'entreprise Green Speed, responsable de cette forfaiture, d'exiger le dédommagement complet de tous les producteurs, d'engager des pourparlers avec les banques en vue de prolonger les délais de remboursement, de venir en aide aux populations sinistrées
Et puis parlons de la filière lait au Sénégal. C'est connu de tous, hein. Les produits laitiers venus d'ailleurs inondent le marché sénégalais. 90% du lait vendu au Sénégal est importé sous forme de poudre au détriment des petites unités de production du lait local, d'où le cri de détresse des producteurs de lait de Kolda. C'était lors d'une cérémonie de remise de matériel aux producteurs de lait initiée par l'État. Reportage Abdoulaye Diallo. La filière lait à Kolda est en train de se développer, mais l'une des difficultés que rencontrent les acteurs de ce secteur au Fouladou est relative à l'écoulement de leur production. C'est pourquoi ils invitent les Sénégalais à mieux consommer local. Et nous appelons aussi les Koldois et tous les Sénégalais en particulier, consommons local. Parce que nous, nos produits, c'est des produits locaux. C'est les vases qui sont traits à Sare Gardi, à Sare Chamachika, à Sampate et à Kadaba, que nous pasteurisons ici et le lendemain, on le vend ici. C'est mieux qu'avoir un lait de 5 mois, de 6 mois, de 10 mois. L'émergence du Sénégal passe forcément par la transformation du produit local. Le manque d'équipement et le déficit de formation sont aussi parmi leurs difficultés. Le P2RS, un projet du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, est venu en appui à ces acteurs en équipement pour un coût de près de 90 millions. On a agi non seulement sur le maillon du transport en leur dotant vraiment des tricycles qui peuvent transporter 500 litres et aussi sur la réhabilitation aussi des mini-laiteries. On les a dotés en tout cas un système solaire. Sur les équipements aussi, on a mis en place des pasteurisateurs à bain-marie. EMI aujourd'hui est content et très fier après avoir reçu ce matériel d'appui des P2RS, dont les matériels sont très haut de gamme. Ça nous facilite maintenant de transformer le lait à temps réel. Et ça nous facilite aussi de garder le lait sur les tanks pour le refroidir. Et pour le produit fini aussi, on le garde et si longtemps. Surtout avec l'énergie solaire. Parce que nous étions très fatigués par rapport aux factures exorbitantes du Sénélec. Ces équipements sont composés entre autres de pasteurisateurs, des matériaux de collecte, du matériel de transport et des équipements de froid. Les producteurs de lait de Kolda ont également besoin d'un renforcement de capacité en matière d'hygiène et de qualité. Merci Abdoulaye. Et puis on compte 70 millions de déplacés et réfugiés à travers le monde. C'est un record. Au Sénégal, on dénombre plus de 14 000 réfugiés. À l'occasion de la célébration de la journée mondiale des réfugiés, le Haut-Commissariat des Nations Unies pointe du doigt les problèmes, les tensions socio-économiques dans certains pays. Reportage Maguette Souare Diallo et Ababakar Kamara. Le nombre de déplacés et réfugiés dans le monde a atteint un niveau record. Au Sénégal, ils sont plus de 14 000 répartis à travers le pays. Les tensions socio-économiques sont souvent évoquées parmi les causes. Les déplacements sont liés à beaucoup de choses. Ces personnes fuient les conflits et la persécution. Il y a des conflits qui durent depuis plusieurs années. C'est des conflits durables, comme dans le nord-est du Nigeria. Il y a à ce jour l'équivalent de 3 millions de personnes qui sont forcées de fuir à cause du conflit dans le bassin du lac Tchad. Ces personnes fuient la persécution. Le Sénégal, un pays d'accueil par excellence, l'une des nations ouest-africaines qui héberge le plus de réfugiés. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés salue la politique migratoire du Sénégal. Ce sont des réfugiés qui sont essentiellement mauritaniens, qui sont venus il y a à peu près 30 ans. Donc ça montre aussi que ces personnes se sont bien intégrées dans ce pays, le Sénégal qui reste le pays de la Teranga. Donc des réfugiés qui se sont intégrés et pour certains qui souhaitent acquérir la nationalité quand les autorités leur permettront de le faire. Donc c'est une situation qui nous rend optimistes. La journée mondiale des réfugiés est célébrée chaque année depuis 2001, dans un contexte où les demandes d'asile sont de plus en plus nombreuses. Au Sénégal, les réfugiés se fondent dans la masse et s'adaptent très vite. Et puis face à la situation précaire des enfants dans le sud, l'ONG Save the Children avait initié un programme de protection, souvenez-vous. Alors 4 ans après, qu'en est-il concrètement des résultats? L'ONG a fait face ce matin à la presse. Compte rendu Komba Amadlo et Mohamed Djeng. Renforcer la bonne gouvernance pour une meilleure protection de l'enfance, un projet de l'ONG Save the Children. Après 4 ans d'exécution, l'heure est au bilan. Donc un des résultats, c'était de renforcer les connaissances des communautés sur les droits de l'enfant pour qu'ils puissent contribuer, renforcer leur engagement
citoyens pour la protection. Le deuxième résultat, c'était de renforcer l'efficacité et la qualité des services de protection qui sont donnés au niveau communautaire. Et nous avions un troisième résultat, bien entendu, qui était scotché sur les collectivités locales pour que les collectivités locales soient beaucoup plus engagées, augmenter les ressources pour la protection des droits de l'enfant et pouvoir prendre la participation des enfants dans le processus normal de déroulement de leurs activités. La zone sud du pays, une zone en conflit, est très exposée, ce qui justifie le choix. Il fallait relever un sérieux problème de protection dans cette partie du Sénégal. Cette partie du Sénégal, qui est une partie qui était en conflit, avait besoin d'être accompagnée pour que les enfants, vous savez que les enfants font partie des couches les plus vulnérables de la société. Il fallait les accompagner pour les rendre plus résilientes face aux difficultés de la vie. Des résultats satisfaisants qui motivent davantage l'ONG. Nous allons continuer à travailler sur l'accès à la protection, sur l'accès à l'éducation pour ces filles nombreuses qui courent un gros risque d'être victimes de mariages forcés, de mariages précoces. Avec nos programmes protection, avec les autres acteurs, avec les autres souteneurs, nous allons continuer à travailler là-dessus, dans ce truc, mais aussi à travailler pour renforcer la gouvernance, continuer le travail que nous avons eu avec les collectivités locales, vous l'avez vu, travailler sur la budgétisation, augmenter les ressources, augmenter l'utilisation des ressources pour les collectivités locales. Le problème des enfants de la rue, une situation qui interpelle également l'ONG, qui compte en faire un combat. Puis la délégation générale au pèlerinage a commencé sa tournée de sensibilisation et d'information pour faciliter les conditions de voyage, d'hébergement et de restauration des futurs pèlerins. La mission s'est arrêtée dans la capitale orientale où nous retrouvons Moussa Omar Gueye et Amadou Djedjou. Pendant plus de 5 tours d'horloge au conseil départemental de Tambacounda, une mission de la délégation générale au pèlerinage a échangé avec les voyagistes privés, médecins et futurs pèlerins aux lieux saints de l'islam. On a 12 860 pèlerins qui se trouvent au même titre que tous les pèlerins du monde et au même moment, au même endroit et à la même heure. Et tout ça appelle une conscience et une attitude. À Mouna, les douches ne sont pas nombreuses, les toilettes ne sont pas nombreuses. Il faut faire une queue, il faut les apprendre à le faire, la patience. Il faut respecter le timing. On est dans des tentes de 300 personnes. Climatisé, ou parfois la climatisation est en panne, vous comprenez les aléas techniques, et la réaction parfois des Sénégalais est une réaction violente. Les heures de repas pour 12 860 pèlerins, pour le nombre de pèlerins qui vont à la Mecque, en même temps peuvent avoir un retard. Les fidèles ont sollicité la mise en place à Tambacounda d'une antenne qui prend en charge les préoccupations des pèlerins dans les régions du sud-est. À Tamba, les pèlerins, ils ne connaissent que les voyagistes de Tamba. S'ils sont atteints leur quota, ils restent jusqu'à l'année prochaine pour revenir parce que c'est une garantie. Il y a la barrière linguistique qui se pose, la considération linguistique qui se pose, et on est nous obligés de tenir compte de cet aspect-là pour permettre à tout un chacun de faire son pèlerinage et de respecter les règles. Pour rappel, la zone Est regorge pour cette année 107 pèlerins. Tour d'horizon de l'actualité internationale au Mali d'abord. Après l'attentat causant 38 morts dans le centre, les populations de Bandiagara vident les lieux au moment où 17 personnes perdent la vie dans une attaque terroriste au Burkina Faso. Au Bénin, Biaï Bouni face à la justice qui annonce des mesures coercitives contre l'ancien président. Tour d'horizon, Fatima Touré. Au centre du Mali, après l'attaque qui s'est produite lundi passé, causant au moins la mort de 38 personnes, d'autres attaques sont signalées ce jeudi. Face à la récurrence de ces violences, les populations de Bandiagara, ville située à 1h30 de route de Savéré, ont décidé de quitter les lieux. La rumeur d'une attaque ciblée contre cette communauté est à l'origine. Afin de lutter contre cette situation, Mokhtar Mariko suggère à la fois de renforcer l'armée malienne, mais aussi consolider le dialogue intercommunautaire. Au Burkina Faso, une attaque terroriste a fait 17 morts. Des hommes armés ont fait irruption dans un village de la commune de Togomayel dans la province du Soum et ont abattu 17 personnes. Le ministre de la Défense annonce qu'une vaste opération de ratissage et de sécurisation est en cours alors que les rescapés ont quitté le village.
Au Bénin, des mesures coercitives sont annoncées à l'encontre de Boni Yayi. La justice reproche à l'ancien président d'avoir refusé de se prêter aux questions du juge d'instruction dans l'enquête sur les violences survenues les 1er et les 2 mai derniers. En Europe, l'Union européenne se réunit à Bruxelles pour nommer le président de la Commission. Un choix difficile pour le moment car aucun des prétendants en lice ne fait consensus. Les dirigeants de l'Union européenne sont en discussion et vont tenter de s'entendre, notamment sur le nom d'une personnalité acceptable pour le Parlement européen pour la présidence de la Commission. Merci Fatima. Restons justement sur l'international, pas loin de chez nous. En Mauritanie, c'est la dernière ligne droite pour les candidats à l'élection présidentielle. En ligne de Nouakchott, Barkaba, bonsoir. Bonsoir Chérif. D'abord, parlez-nous de ce dernier jour de campagne. Quel a été le message des candidats et quelle est l'ambiance à Nouakchott ce soir? Ce soir, l'ambiance est très calme, Chérif, à Nouakchott. C'est le dernier tour de chauffe pour tous les candidats, vu que demain, il n'y aura pas de meeting. Les principaux candidats ont tous clôturé leur meeting dans leur fief respectif à Nouakchott. En lice, en poste depuis 2009, le président Aziz ne sera pas de la partie. Quels sont les enjeux de cette élection, Barka? Oui, c'est un élément très important, le fait que le président Mohamed Ould Aziz ne se représente pas. C'est totalement inédit en Mauritanie parce qu'il n'a pas pu faire un 3e mandat. Donc, il sera un président qui va organiser le scrutin et donc forcément, il y aura une alternance au pouvoir en Mauritanie. Ça, c'est un enjeu important. Le deuxième enjeu, c'est que la Mauritanie est un pays pivot dans la lutte contre le terrorisme. Et donc, c'est une élection qui est très, très surveillée par la communauté internationale. Vous avez raison, la Mauritanie est membre du G5 Sahel, c'est une actualité de l'heure. Quel est le candidat qui se dégage comme ça des 6? Alors, je ne reçois pas très bien votre question, mais si je crois avoir compris... on va parler un peu du profil des candidats qui se dégagent actuellement. Ils sont au nombre de 6. Quel est le candidat qui se manifeste le plus au sein de l'opinion? Voilà, ils sont officiellement 6 candidats dont la candidature a été retenue et validée par la Commission électorale nationale indépendante mauritanienne. Parmi ces candidatures-là, il y a des candidats beaucoup plus remarquables ou remarqués. À commencer par Mohamed Ould Ghazouani, qui n'est personne d'autre que le dauphin du président Aziz. C'est un ancien chef d'état-major de l'armée, c'est un ancien ministre de la Défense, compagnon historique d'Aziz, avec lequel il avait participé au coup d'État qui avait amené Aziz au pouvoir. De ce point de vue, il part favori pour ce scrutin, vu qu'il est soutenu par un parti très puissant qui est encore au pouvoir, mais il pourrait aussi être comptable du bilan d'Aziz pour les personnes qui seraient... Oui, puisqu'il était dans son gouvernement. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup Barka. L'élection, c'est donc samedi 22, vous l'aurez compris. Nous allons retrouver Barkaba dans nos prochaines éditions pour vous faire vivre ces élections à côté de chez nous. Parlons tout de suite de l'actualité sportive. Cannes 2019, l'Égypte, pays hôte de la compétition, va jouer le match d'ouverture face au Zimbabwe ce vendredi dans le groupe favori. Elle est logée dans le groupe A de la Cannes avec 2 autres habitués du tournoi, la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Présentation de cette poule A avec Cher Sadibou Diarra. Un tour de chauffe pour l'Égypte, tel peut s'intituler le groupe A de la Cannes 2019. Cette fois champion d'Afrique, les Pharaons partent largement favoris de cette poule et même du tournoi qui se déroule sur leur terre. Pour sa 24e participation, l'Égypte, avec un football roublard et efficace, peut compter sur sa superstar, Mohamed Salah, double tenant du titre de ballon d'or africain, et sur la science de son sélectionneur expérimenté et pragmatique, l'Argentin Scott Cooper, pour triompher à domicile. Comme premier adversaire, le Zimbabwe va se dresser sur sa route.
Pour leur 4e participation, la 2e de suite, les Warriors experts sortis du premier tour pour la première fois de leur histoire. Ils peuvent donc miser sur leur faux follet Billiard, grande vedette de la sélection du Zimbabwe. Le dernier carré au minimum, c'est ce que vise la République démocratique du Congo en Égypte. Les Léopards, avec leurs 19 participations à la CAN et 2 titres, restent des outsiders avec leur équipe composée de joueurs aguerris évoluant en Europe et en Asie, comme le buteur Cédric Bakambu. L'Ouganda ne rêve pas aussi grand pour sa 7e participation au plus grand tournoi de football africain. Toutefois, les Crânes, qui s'étaient arrêtés au premier tour en 2017, comptent s'en sortir cette année. Sébastien de Sabre, sélectionneur français et ses protégés, démarrent leur compétition ce samedi à 14h30 face à la République démocratique du Congo, alors que l'Égypte, hôte du tournoi, va jouer le match d'ouverture ce vendredi face au Zimbabwe à 20h pour donner les premières tendances du groupe A. Merci, cher. Et puis le Sénégal s'est familiarisé au ballon officiel de la CAN et la pelouse du stade du 30 juin qui va accueillir le premier match des Lions. Et puis les Lions également qui ont été mis à niveau des nouvelles règles d'arbitrage. Récit Iboudjouf. Première séance d'entraînement au stade du 30 juin au Caire. Aliou Cissé et ses hommes se sont familiarisés avec le ballon officiel de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Comme toutes les 23 autres participants, le Sénégal a reçu 30 ballons, nous informe le quotidien Record. 2 autres séances sont prévues avant le premier match de poule qui aura lieu le dimanche prochain. Demain vendredi, un entraînement est prévu vers 16h30 au Air Defense Stadium du Caire, qui sera suivi d'une conférence de presse avant la première sortie des Lions du Sénégal face au Tanzanie, dimanche à 17h. La maîtrise des règles de l'arbitrage de la CAN est aussi au menu. Les Lions briefés par notre compatriote arbitre Malan Djidjou. Une délégation de la CAF a rendu visite au Sénégal pour expliquer les règles de la compétition ainsi que les questions liées au marketing et à la communication. Cette fois, les Lions ne seront pas surpris comme ce fut le cas lors de la Coupe du Monde, où beaucoup d'entre eux ne savaient pas que les cartons jaunes pouvaient les éliminer. La VAR a fait l'objet d'échanges entre footballeurs, staff technique et fédéraux. Et puis à propos de la CAN toujours, GFM a acquis les droits radio de diffusion de la CAN 2019. Tous les matchs seront diffusés en direct, en Wolof, sur la RFM. Vous serez servi avec Malal Junior Diagne, avec ses Amdiop Indil Ndiaye. Et puis beach soccer, à présent, Jeux africains au Cap-Vert. Le Sénégal continue son feu d'artifice pour sa 2e sortie. Cet après-midi, les Lions ont surclassé les Kenyans sur le score de 11-0 pour sa 3e et dernière sortie. Dans le groupe B, le Sénégal va faire face au Nigeria ce vendredi. Le sport, c'est bon pour la santé, c'est presque devenu la première prescription automatique des médecins, justement pour mieux connaître les bienfaits de l'activité physique. L'association Sport Africa a organisé aujourd'hui sa 13e conférence sur le sujet. On fait du sport, on fait de l'activité physique, on améliore sa santé. Ça, c'est un fait qui est reconnu de tous aujourd'hui, ce n'est plus à démontrer. Donc, comment est-ce que les Africains, d'abord, sont conscients de ça? Comment est-ce qu'ils le pratiquent? Ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Et si ce n'est pas le cas, comment emmener les Africains à être plus actifs physiquement, surtout dans les villes, et à faire du sport pour leur bien-être, qui est un bien-être aussi bien santé que social. Les espaces de jeu où les enfants avaient l'habitude de jouer sont en train de disparaître dans les grandes villes. Tout ça, c'est des décisions de politique sportive, c'est des décisions de décideurs qui ne sont pas directement liées au sport, mais de décideurs africains, qui doivent prendre des décisions pour emmener leur population à être physiquement plus active, surtout dans les villes. On est dans des situations de maladies non transmissibles. Voilà, le sport oral, c'est fini pour moi ce soir. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain Chartidiane Diao pour le JT de 20h. Assure ce soir votre série Mœurs sur TFM. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.